Bonsoir tout le monde. C'est bien, on est un petit comité, on se connaît tous plus ou moins. Donc on organise cet événement dans le cadre d'une résidence de recherche. Donc ce programme de recherche de résidence, on le développe en parallèle de notre programmation d'exposition et de notre programmation en tant que galerie. Donc on a accueilli Nicolas Pyrrhus en résidence pendant une période de 6 semaines. La résidence est toujours en cours. Et c'est une résidence qu'il fait dans le cadre d'un film qui est produit par Le Frénois, dans lequel il fait une recherche autour des liens entre les missions botaniques des siècles précédents et la colonisation. Donc le film que vous avez vu, c'est un film qu'il a fait en amont de sa résidence, dont on va parler un petit peu après. Mais surtout, ce temps de résidence a été dédié à la production d'un nouveau film dont il va nous parler aussi. Donc, juste pour vous faire une introduction assez brève sur Nicolas, c'est un artiste français qui vit et travaille à Saint-Étienne. Il est diplômé des Beaux-Arts de Bourges et il a aussi fait un post-diplôme à l'École des Beaux-Arts de Lyon. Donc, son travail, comme vous avez pu le voir, entremêle à la fois le film, l'animation, la 3D, l'écriture et l'installation. Et il s'intéresse en particulier aux récits oubliés et aux formes possibles ou impossibles d'une écologie numérique. Donc le soin est au centre des nouveaux récits qu'il propose et c'est pourquoi il s'intéresse à des lieux dans lesquels il est possible de porter des voix intimes ou collectives qui tentent de répondre à des présents en crise, notamment sur le thème de problématiques environnementales ou pharmaceutiques. Donc son cinéma propose un espace entre réel, virtuel et imaginaire, et qui deviennent des lieux d'accueil qui invoquent plutôt qu'ils représentent et convoquent. C'est des choses dont on va parler un petit peu. Donc peut-être, ça marche ? Oui. Peut-être avant de parler sur ce film et sur tout l'historique qui est assez riche, est-ce que tu veux nous parler ou nous introduire tout simplement sur le lien entre la botanique et le colonialisme, tout simplement. Alors, effectivement, sur ce lien entre la botanique et le colonialisme, moi, c'est un lien sur lequel je suis arrivé un peu progressivement, déjà par attrait personnel pour la botanique, pour les plantes, pour les espaces de la botanique, les serres, les jardins, les herbiers, tous ces objets-là, par une certaine attirance et une certaine fascination pour ces objets. Et je me suis rendu compte, en fait, petit à petit, de comment est-ce que ces objets avaient été construits. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient été construits, pourquoi est-ce qu'ils avaient été rassemblés, pourquoi est-ce que ces plantes elles étaient dans ces espaces-là, dans ces livres, dans ces herbiers, dans ces serres. Et c'est un peu, moi, c'est comme ça un peu que je suis arrivé à essayer de détricoter ces liens entre la botanique et le colonialisme. C'est un lien qui est assez fort historiquement parce que vraiment la botanique elle se construit en même temps que l'histoire du colonialisme et elle se nourrit en fait de l'ensemble des missions coloniales dans lesquelles on envoie des chercheurs, des botanistes accompagner des missions de la Compagnie des Indes ou des missions d'exploration coloniale pour récolter un ensemble de plantes, de savoir autour des plantes qui vont être indexés, archivés dans ces espaces et qui vont ensuite servir de matrice ou de réservoir d'information pour mener les politiques coloniales. Et donc justement par rapport à quelle a été d'un point de vue historique de façon assez brève les méthodes qui ont été employées, parce que là ce premier film il parle d'Adanson. Donc on remonte à quel siècle exactement Adanson, c'est le XVIIIe siècle, il vient au Sénégal en 1748. Et Adanson, c'est le début de l'histoire des missions botaniques françaises au Sénégal. C'est le premier botaniste français qui vient au Sénégal pour indexer les plantes et les végétaux selon les méthodes de classification scientifique occidentale.
Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le personnage d'Adanson, c'est que c'est un moment où, en fait, c'est un peu un proto-moment de cette histoire de la colonisation botanique. C'est-à-dire que Adanson, il va décider de venir au Sénégal parce qu'en Europe, il n'y a personne qui a fait de classification des plantes selon les modèles occidentaux. Donc lui, il va par ambition personnelle, par envie de se faire un nom dans l'histoire de la botanique en Europe. Au moment où il part au Jardin du Roi, il travaille au Jardin du Roi, qui soutient son voyage mais ne le finance pas. Et il part financé par la Compagnie des Indes, qui est déjà en place et qui, elle, est déjà engagée dans le commerce, la culture des plantes coloniales, qui est la base aussi du commerce triangulaire et de l'esclavage. Et donc il y a autour de ce personnage ces trois pouvoirs, enfin, scientifique, l'ambition personnelle, le pouvoir scientifique et le politique et économique qui gravitent déjà autour d'Adanson, mais sans vraiment qu'il y ait de direction plus marquée qu'une autre, quoi. Encore. Et donc dans ce premier film, parce que quand on parlait de ça, tu me disais que c'était un peu le film qui t'a permis de démêler un peu les enjeux que tu voulais explorer. Justement, quels sont les enjeux que tu veux explorer dans ce prochain film que tu veux produire? Du coup, effectivement, à partir de ce film-là, qui était vraiment un peu un premier film de recherche, où j'ai essayé un peu de démêler toute cette histoire. Donc, il y avait plein de choses un peu dans ce film que j'ai essayé de mettre un peu en vrac et de démêler. Et qui était l'histoire d'Adanson, le fait aussi que les herbiers qui ont été récoltés pendant ces missions, ils sont beaucoup disponibles en ligne de manière numérisée sur le site du Musée d'histoire naturelle. Et donc il y a aujourd'hui un accès assez libre à l'ensemble de ces collections de matières de manière numérique. Bon, il y avait déjà une interrogation un peu sur ça, sur le fait que c'était des plantes qui avaient été ramenées pendant les missions coloniales et qui aujourd'hui étaient en accès libre par le choix du muséum. Il y avait aussi la question de qu'est-ce que ça impliquait en termes d'accès, de qui décidait de cette publication et de cet accès. Il y avait l'histoire d'Adanson, donc il y avait aussi l'histoire de l'extraction des phosphates à Taïba au Sénégal. Il y avait des archives que j'ai trouvées à l'IFAN aussi, donc une photo dont je parle dans le film, comme c'est raconté, donc il y avait une photo sur laquelle il y a un homme et il y a une plante, et où la légende indique plante textile susceptible de remplacer le chanvre. Et du coup, je voyais déjà un peu dans cette photo ressortir l'intérêt colonial pour la plante. Il y a une image avec deux êtres, et tout ce qu'on donne, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de cette plante. Et il y avait aussi, à la fin du film, il y a les serres du jardin d'essai de Nogent-sur-Marne. Il y a déjà la folie du baron Roger. Donc voilà, ce premier film, c'était vraiment mettre un peu en vrac, à l'intérieur de ça, toutes ces histoires, pour essayer de savoir quels avaient été un peu les enjeux de tous ces moments de l'histoire, comme c'est quand même une histoire qui s'étale sur plus de siècles, et d'essayer de comprendre en fait quelles avaient été un peu les lignes de tension ou de directrice à l'intérieur de ça. Oui, parce qu'en fait, c'était vraiment aussi lié à cette idée qu'on allait retrouver une terre vierge sur laquelle on pouvait faire tout un tas d'expérimentations agricoles. Et justement, le titre de ce film, qui est Simple Essai, il est assez significatif parce que... Est-ce que tu veux parler un peu du titre, justement, Simple Essai? Okay. Le titre, c'était la contraction un peu de deux noms de jardins. Les jardins des simples, qui étaient les jardins au Moyen-Âge, les jardins botaniques dans lesquels on cultivait les plantes qui étaient appelées simples, qui étaient les plantes qui avaient un usage médicinal direct, on consomme directement pour un usage médicinal. Et les jardins d'essai coloniaux, qui étaient les jardins dans lesquels on expérimentait l'acclimatation des plantes de culture coloniale
dans lesquels on greffait les espèces pour les rendre plus résistantes, plus productives, plus exploitables. Et je me suis dit qu'à un moment, la contraction aussi de ces deux noms, elle mettait aussi en exergue parce que la manière dont la botanique est souvent aussi présentée comme une discipline assez innocente qui n'aurait opéré que de simples essais, et alors que ces essais en fait ont toujours été produits dans une perspective de répertorier des plantes ou des ressources exploitables et comment est-ce qu'on pouvait les exploiter, quoi. Donc c'est un peu cette double histoire des jardins et de... Il y a quelque chose que tu m'avais dit quand on discutait, c'était que en fait la botanique était vraiment utilisée à des fins presque militaires. Alors, ouais, ça effectivement c'est sur la partie sur laquelle j'ai travaillé là, pendant la résidence. Donc à partir de ce film-là aussi, j'ai un peu découpé cette histoire de la mission botanique française en 3 périodes pour moi. Celle de Michel Adanson, qui était plutôt un peu l'innocence des missions botaniques. Et ensuite, la deuxième partie, c'était lié plutôt à la colonisation agricole qui a eu lieu au Sénégal à partir de 1818. Et qui a un moment en fait où après l'abolition de la traite qui est imposée par les Anglais sous fond de défaite de Napoléon et de retour et de restauration, le pouvoir ou la royauté se pose la question de comment rentabiliser ou continuer à exploiter les colonies et surtout comment continuer à tirer profit de l'esclavage quand on ne peut plus déporter les esclaves. Et du coup, naît à ce moment-là le projet politique vraiment de déplacer les cultures là où on déportait les esclaves, donc en Afrique de l'Ouest, et d'implanter les cultures coloniales sur ces territoires pour continuer à les exploiter. Et donc voilà, ça c'est plutôt la partie sur laquelle j'ai travaillé dans cette résidence, qui est sur l'histoire de ce projet de colonisation agricole, où effectivement l'agriculture, c'est assez frappant dans les rapports, dans les écrits de l'époque, est réellement et dès le départ envisagée comme une stratégie d'occupation militaire. Et donc le baron Roger, qui a été l'administrateur français qui a vraiment un peu orchestré cette colonisation agricole, lui il disait qu'il ne fallait pas faire la guerre à coups de canon mais à coups de pioche. Et donc c'est vraiment, et on sent revenir régulièrement dans ses écrits un vocabulaire militaire qui démontre que vraiment que ces expérimentations agricoles qui ont été menées à ce moment-là, elles ont vraiment été envisagées sous une perspective militaire, et souvent d'ailleurs confiées à des militaires. Ah oui. Et peut-être qu'on peut montrer les images du tenant du baron Roger pour voir. Alors la folie du baron Roger est située à Richardson, donc au nord du Sénégal. Et Nicolas, pendant sa résidence, il a à la fois fait des rendez-vous ici sur Dakar avec différentes personnes, mais il a fait aussi un mis en place et construit une ferme expérimentale qui a été construite par le baron Roger et par le jardinier Jean-Michel Claude Richard. Et c'est à partir de ce lieu-là qu'ont été menés la plupart des essais d'implantation et d'exploitation de plantes coloniales sur ce territoire. Donc c'est vraiment devenu une sorte de base expérimentale des cultures. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ensuite, plus tard dans l'histoire, c'est aussi devenu un espace militaire, c'était un des forts à l'époque de Federbe. Donc c'est aussi, cet espace qui a été construit pour les expérimentations agronomiques a aussi retrouvé à un moment
un usage et une dimension militaire. Est-ce que ça marche ou pas? Bon, c'est pas grave. Sinon, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le rapport à la nature. En fait, ça a été vraiment ce double rapport entre préservation, avec le fait de récolter, de préserver, de classifier, d'identifier, etc. Mais en même temps, l'aspect de prédation. Donc, préservation, prédation, c'est deux choses qui semblent plus ou moins opposées, mais qui ont été vraiment concomitantes dans toute l'installation des missions botaniques au cours des siècles. Ouais, qui pose aussi vraiment la question de genre, pourquoi est-ce que ces scientifiques occidentaux ont voulu préserver ou archiver. Est-ce qu'il y a vraiment la question de est-ce que c'est vraiment pour préserver ou est-ce que c'est pour préserver en fait des ressources ou des espaces à exploiter. C'est parce qu'en fait dans cette histoire-là, effectivement, du temps d'Alençon, il y a quelque chose qui est vraiment plutôt d'une collecte qui n'est déjà pas innocente, mais qui s'apparente qui se présente comme telle. Ça, effectivement, c'est la folie du baron Roger. Mais dès qu'on est effectivement dans cette histoire du temps du baron Roger, de Jean-Michel Claude Richard et de la colonisation agricole, pour le coup, là, c'est vraiment un moment où il n'est plus vraiment question de préservation, mais de production, quoi. Il faut que les champs fleurissent, il faut que les champs se développent, soient productifs. Le début de ces essais, c'est vraiment le coton qu'on plante, et il faut que ces terres soient les plus productives possibles, quoi. C'est vraiment au 19e siècle, c'est vraiment ce que le baron Roger, Jean-Michel Claude Richard et tous les politiques et militaires qui sont derrière ça ont en tête. Donc peut-être parlons du film justement sur lequel tu travailles actuellement et qui sera présenté en septembre à Lefrénois en France. Donc un peu de la même manière que dans ce proto-film que tu as fait, où tu mets en scène Michel Alençon comme un pantin et tu racontes un peu l'histoire et tu vas faire un petit peu la même chose avec le personnage du baron Roger, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça va être un film qui va être donc, en grande partie comme le film que tu peux voir en animation 3D, et où en fait une part importante de cette animation 3D est reproduite à partir des archives de cette histoire et de cette époque. Et donc notamment les plantes qui vont figurer dans le film, elles sont remodélisées en 3D à partir des planches botaniques qui ont été prélevées à cette époque-là. Notamment des échantillons qui ont été vraiment prélevés par Perrotet, botaniste dans le premier film, qui est contemporain de cette période. Une bonne partie du film va se dérouler du coup dans le décor de cette folie du baron Roger qui est en ruine aujourd'hui et qui a été scanné en 3D. Et donc c'est un peu C'était quoi l'idée de ce bâtiment à la base de faire aussi grandiose comme ça? Je crois que vraiment il y avait le baron Roger a l'air vraiment d'être un personnage assez mégalomane. Donc je pense qu'il y a aussi ce qu'il faut dire aussi, peut-être qu'on n'a pas dit, c'est que ces expérimentations agronomiques ont globalement été des échecs du point de vue des pouvoirs français. Et je crois qu'apparemment il y a eu 1 ou 2 années où ça a fonctionné et le baron Roger a profité pour se faire construire un château, quoi. Et je pense que ça souligne aussi les motivations et ambitions personnelles qui sont derrière ces projets. Et que derrière ça, ce que j'ai trouvé assez frappant d'ailleurs avec le baron Roger, c'est que c'est pas du tout un agronome à la base, il n'a pas grand chose à voir avec l'agriculture avant d'arriver au Sénégal, mais par contre, quand on lit ses écrits, il est un coup passionné d'agriculture, il connaît tout sur le sujet, on a l'impression qu'il pourrait manier les charrues lui-même, quoi. Je crois que c'était pas le cas, mais il vivait dans cette dynamique-là, quoi. Et ça m'a interrogé aussi, quoi, cette passion soudaine qu'il a eue pour ça, et le château aussi qui est derrière, donc toutes ces mécaniques aussi de comment est-ce que lui il essaye de rentrer dans l'histoire, et quelles sont les motivations un peu personnelles et politiques qui sont derrière, quoi. Et donc tu parlais du fait que
toutes ces missions, elles ont été essentiellement des échecs. Pourquoi ça a été un échec? Ça a été des échecs pour plusieurs raisons. Pour une partie, voilà, il y a des raisons environnementales qui étaient que le terrain de ces endroits était assez compliqué. En fait, le fleuve est salé jusqu'à très haut et en fait les terres sont salées et sont très difficilement cultivables. Il y a aussi des raisons. Donc en fait, le projet colonial il s'appuyait aussi sur le fait que ces denrées elles allaient être cultivées par des hommes libres. Donc c'était là aussi le transfert de ce projet de l'esclavage sur place dans du fleuve Sénégal. Donc on allait remplacer les esclaves par des hommes qui allaient cultiver de leur plein gré, selon les autorités coloniales, ces denrées, ce qui n'a pas été le cas. Ça devait être aussi cultivé par des colons, mais qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas forcément voulu venir au Sénégal. Donc voilà, il y a eu tout un ensemble de facteurs comme ça qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. C'était aussi un territoire, donc ces expérimentations, elles ont lieu sur le territoire du Waalo, qui est donc sous-royaume au nord du Sénégal, qui était dans une relation de conflit avec les morts du Trarza, qui étaient de l'autre côté du fleuve. Et l'administration coloniale s'est beaucoup appuyée aussi sur ces conflits-là entre les Waalo et les Trarza. Et en ne respectant pas les traités qu'elle-même avait signés, et tout ça, en fait, ça aboutit à des retournements d'alliance et à une alliance plutôt des Trarza et des Waalo contre les gouvernements français. Enfin, il y a eu énormément de mouvements à cette époque-là dans les différentes alliances militaires. Et donc ce climat aussi militaire a fait que ça n'a pas... Et ça c'est juste derrière le château du baron Roger. Et c'est vraiment à l'emplacement en fait, des parcelles qui étaient cultivées à l'époque de Jean-Michel Claude Richard et du baron Roger, et qui aujourd'hui sont cultivées par des agriculteurs indépendants de Richard Toll. Voilà, je trouvais aussi cet endroit de retournement un peu de l'histoire était intéressant. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve vraiment le cadre qui a été imposé et en même temps le retour un peu naturel des plantes à leur manière, d'une certaine manière. Il y a une sorte de juxtaposition entre un plan imposé qu'on peut penser un peu en lien avec le plan urbain de la ville au moment du développement colonial, et en même temps, voilà, ce sorte de pouce. Ouais. Bon, en même temps, ces plans-là, je pense que c'est vraiment à l'emplacement des jardins du baron Roger, mais c'est aussi des plans de maraîchage et de culture classique. Donc c'est aussi ce qui maintient aussi ce plan-là aujourd'hui, c'est que ces terres sont toujours en culture, mais pas dans la même perspective. Donc c'était aussi ça que je trouvais intéressant à cet endroit, quoi. C'est que la pratique de l'agriculture se poursuit à cet endroit, mais pas dans pas avec les mêmes enjeux, pas avec les mêmes perspectives, pas par les mêmes personnes. C'était ça un peu que moi j'ai trouvé aussi intéressant dans la transformation de cet espace. Et en même temps, mes connaissances en botanique ne sont pas encore assez développées pour ça, mais il y a aussi beaucoup d'arbres qui ont l'air assez anciens. Je ne sais pas encore à quel point certains peuvent vraiment dater de l'époque du baron Roger. Mais ça sera intéressant aussi de savoir quelles sont les essences qui continuent d'habiter cet espace depuis cette époque. Un peu à l'image du premier film, le décor un peu de ce film qui est en préparation, c'est une scène noire sur laquelle en fait se retrouvent réunis la ruine scannée numériquement de ce château, les plantes qui ont été récoltées à cette époque-là et qui recomposent les champs, et ces pantins désarticulés un peu qui sont recomposés à partir aussi d'images d'archives, de portraits d'époque
qui ont un peu l'air tout au long du film froissés ou abîmés par le temps. C'est un peu une sorte de scène numérique dans laquelle on vient un peu rejouer une partie de cette histoire pour essayer de refaire émerger les enjeux de ces expérimentations et de cette histoire. Ça, par exemple, c'est un plan de coton qui a été récolté par Samuel Perrotet je crois que c'est 1830. Donc, c'est le baron Roger, il quitte le Sénégal en 1827, donc juste après cette période. Et voilà, et ça, c'est la plante dans sa version numérique. Donc, voilà, moi, quand je travaille en 3D, je remodélise vraiment la plante à partir de la planche numérisée pour en refaire un modèle 3D qui va ensuite pouvoir habiter l'espace numérique du film. Je sais pas si Et c'est ça qui est intéressant en fait, et qu'on a vu dans ton premier film qu'on a projeté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on voit vraiment la plante telle qu'elle pourrait être analysée dans une sorte de rapport un peu de voyeurisme, tu vois, vis-à-vis de la plante, et puis d'un coup on passe de séquences où elle est vraiment statique à des moments où son mouvement lui est restitué, mais d'une manière totalement désordonnée, comme si elle était animée. Et par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure sur le soin et sur le fait de leur réattribuer une sorte de pouvoir dont elles ont été d'une certaine manière instituées, j'ai vraiment l'impression que c'est ce que tu fais en fait à travers tes films. Ouais, sur ces mouvements, sur les plantes, je pense qu'il y avait une question pour moi qui était de comment raconter aussi cette histoire en faisant en sorte que les plantes ne soient pas juste des objets de cette histoire, mais soient aussi envisagées comme des personnages qui viennent aussi raconter cette histoire. Et le fait de les modéliser en 3D, ça permet aussi tout d'un coup de les extraire de cet espace de la planche sur laquelle elles sont scotchées avec les petits scotch de botanistes et attachés, et de les transposer dans un espace numérique où tout d'un coup beaucoup de mouvements sont possibles. Et en même temps, c'est aussi toute cette projection un peu anthropomorphique sur ces plantes, qui est une projection totalement imaginaire. Et voilà, ça fait partie un peu de beaucoup de ces questions de comment donner un peu corps et vie à ces personnages. Et ça va être à vraiment contrôler comment est-ce que la déformation allait se placer, ou comment est-ce que le squelette allait agir sur la déformation de la plante, mais de lier les deux numériquement et de voir ce qui allait se passer, ce qui produit dans un peu de glitch ou de déformation. Et voilà, qui était aussi une manière un peu de porter ça. Parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est un peu dans le film qui est important pour moi, c'est de figurer aussi un peu l'ensemble des résistances qui sont opposées à cette histoire de la colonisation agricole, en prenant d'un côté la résistance que les plantes elles-mêmes ont exercée en refusant de pousser, en refusant de prospérer. J'ai l'impression que symboliquement, il y a dans cette histoire-là quelque chose qui est assez fort pour moi, et qui est aussi toutes les oppositions des rois et des reines du Wallo, qui sont aussi opposés aux pouvoirs coloniaux et aux différentes guerres et conflits, et comment est-ce que toutes ces résistances se sont un peu alliées, ou en tout cas elles ont été simultanées pour faire échouer ce projet de conquête agricole. Donc, alors à la fois tu vas faire figurer justement cette résistance qui a eu lieu dans
qui est aussi à Richard Toll, et que tu veux justement créer un lien entre la folie du baron Roger et cette grosse machine de guerre. C'est vrai que ce lien contemporain, c'était aussi une question qui est venue, qui était en fait qu'est-ce qui reste de cette histoire aujourd'hui, qu'est-ce qui existe encore à Richard Toll et qu'est-ce que ces innovations elles ont donné. Et comme Richard Toll, c'est aussi encore aujourd'hui une région agricole assez importante au Sénégal et notamment où il y a plusieurs grands projets de culture et d'exploitation agricole, et notamment le riz et la canne à sucre. Donc ici, c'est les images de la compagnie sucrière du Sénégal, qui est installée à Richard Toll sur plus de 12 000 hectares, je crois. 9 500 exploités et 12 000, la compagnie possède 12 000 hectares, ce qui est quand même une emprise sur une position de la terre qui est énormissime. Et qui, d'après ce que j'ai compris aussi, c'est en partie appuyé, en tout cas les expérimentations qui ont été menées jusqu'à l'élaboration de la compagnie sucrière du Sénégal, ont été menées aussi sur la base des expérimentations qui ont été faites au XIXe siècle. Donc il y a aussi un vrai lien de continuité dans cette présence de la CSS et de la culture de la canne à sucre à Richard Toll. Est-ce que tu veux montrer d'autres images qui sont assez impressionnantes parce que... Voilà, ça c'est la CSS, et donc il y a devant aussi la CSS un canal. Il y a tout un réseau de canaux, parce que du coup cette région elle a été choisie aussi à l'époque et elle a un potentiel agricole parce qu'il y a le lac de Guerre qui est à côté et qui alimente en fait toute cette partie de cette région en eau douce. Et pour les besoins de cette culture intensive de la canne à sucre, et avant il y a eu la construction de beaucoup de canaux, qui est une usine de pompage, toutes sortes de dispositifs pour acheminer l'eau et exploiter au maximum l'eau du lac de Guerre. Voilà, c'est vraiment une emprise sur la région qui est assez conséquente, et en termes de terre et de foncier, de rendement sur les sols aussi, parce que la compagnie sucrière cherche à avoir des rendements très très élevés sur ces sols, ce qui est aussi... Regardons peut-être l'image justement où on voit vraiment comment la récolte des cannes à sucre se fait. Ça, c'est des chargements de canne à sucre qui sont broyés ensuite. Et ouais, sur la récolte de la canne à sucre, c'était aussi une question, c'est une récolte qui se fait par brûlage des champs. Par brûlage? Ouais, donc on met le feu au champ qui brûle et on récolte la canne à sucre qui reste ensuite. Et c'est une méthode de récolte qui est très 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 efficace, qui est aussi très polluante et qui est aussi qui est une nuisance assez forte aussi pour les agriculteurs et les habitants des châteaux autour de la CSS, puisque ces nuages de fumée en fait, ils sont assez lourds, donc ils retombent assez rapidement. Et ils retombent sur les champs, les villages, tous les espaces autour. Donc dans le film, tu vas faire apparaître en même temps la folie du baron Roger. Ensuite, tu vas continuer sur la CSS. Je sais que tu as rencontré pas mal de personnes lorsque tu étais à Richard Toll. Après, on va ouvrir la conversation publique, mais est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes, parce que c'était ça aussi l'intérêt de cette résidence, il me le semble, c'était de pouvoir collecter des entretiens, des personnes qui sont sur place et qui ont l'expérience de ce qu'est de vivre à Richard Toll et d'être agriculteur indépendant. Est-ce qu'il y a certaines choses que tu veux nous raconter avant qu'on puisse ouvrir au public? Parce que c'est aussi une partie importante du film.
j'ai aussi rencontré des groupements d'agriculteurs qui sont basés à Thiago, donc, à côté de Richardol, et qui, eux, cultivent du riz et du maraîchage, et avec qui, du coup, on a échangé sur les pratiques agricoles aujourd'hui, la cohabitation avec la CSS, la gestion de l'eau aussi. Qu'est-ce que c'est aussi de cultiver des terres si à côté d'une industrie qui pompe tellement d'eau que en fait, c'est aussi complexe de partager toute cette ressource. Et voilà, j'ai échangé aussi avec une rencontre qui a été importante, je pense, dans la résidence, c'était la rencontre avec Iliadia, qui est un ancien agronome à la retraite, qui travaillait à la SAED, qui est un organisme qui accompagne encore les agriculteurs de la région dans la culture du riz, du maraîchage, l'établissement des calendriers, la mutualisation des moyens de culture. Et qui m'a raconté que lui, il est arrivé à la SAED dans les années 80, et que quand il est arrivé, on l'a un peu mis au placard, aux archives, et que pendant 3 mois, en fait, il a épluché les archives de Jules Richard, du Baron Roger, et qu'il s'est vraiment aussi appuyé sur ces données-là, sur ces informations, pour en fait, il disait, pour savoir ce qui fonctionne pas, quoi. Et à partir de là, pour imaginer comment on réimaginait des planifications agricoles avec les habitants de la vallée, quoi. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fois, il y a eu les denrées coloniales qui n'ont pas vraiment prises sur le territoire, mais en même temps, il y a eu un succès fou avec la canne à sucre. Donc, il y a eu certaines ont véritablement pris, et puis ça. Voilà, c'est. Ouais. Ça a mis un siècle à vraiment fonctionner, et pour plein de raisons aussi, parce qu'on a aussi déconstruit des barrages sur le fleuve Sénégal qui empêchent les eaux salées de remonter, parce qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations. Et à Richardol, c'est aussi ça que j'ai découvert pendant le temps de ma résidence ici. C'est comment est-ce que ça s'est reconstruit à partir des années 50, vraiment cette implantation agricole dans la région, avec d'abord une expérimentation autour du riz, qui a été pendant un temps menée par des organismes d'État du temps de la colonisation, puis d'État après les indépendances, puis qui a été transmis à des organismes privés. En parallèle, il y a eu des expérimentations autour de la canne à sucre. La culture de riz n'était pas assez rentable, donc elle a été abandonnée. Et c'était aussi hyper intéressant de voir comment est-ce que le renouveau un peu du projet agricole à Richardson s'est reconstruit à partir des années 50. Et qu'est-ce qui a motivé en fait, les différents choix et aussi le choix des différents acteurs et partenaires. Comment est-ce qu'on est passé d'entreprises ou de projets qui étaient plutôt pilotés par l'État à déléguer aussi une partie de ces cultures à des compagnies privées qui en tirent quand même beaucoup de bénéfices. Donc on va peut-être ouvrir au public s'il y a des questions. En tout cas, Nicolas est là donc encore pendant une dizaine de jours. Et puis le film sera visible d'abord en France, du coup en septembre. Et puis on espère pouvoir l'accueillir à Dakar l'année suivante. Et s'il n'y a pas de questions, on peut projeter un autre film pour conclure, qui n'est pas tout à fait sur le même sujet. Ça s'appelle Le Soleil de l'Orient. Les gens, on va peut-être attendre de voir s'il y a des questions. S'il n'y a pas de jus là aussi. Oui, on a installé des boissons à l'extérieur, donc au cas où on peut parler en. Je serais ravi de pouvoir aussi échanger plus en détail sur tout ça. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci.